Bonjour Sylvain. Bonjour, c'est ça, tu vas bien? Le dernier webinaire de l'année. Exactement. En espérant qu'elle va se terminer vite cette année et qu'elle parte avec son de problème, vraiment. Oui, Inch'Allah. J'espère bien, Inch'Allah. Sébastien, il est l'heure ou Oui, normalement il est l'heure, il est 15h si vous voulez qu'on commence. Ouais, tu attendre un peu, peut-être qu'il y a des gens qui s'inscrivent, ouais. Voilà, 3 minutes ou 5 minutes. Ouais, ça marche. Merci. On peut commencer, Madame Kakri. Merci Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis Mme Salwa Kibel-Keziz. J'ai eu l'honneur d'être nommée présidente de la commission Afrique au sein de la SMEX. Et donc, c'est à ce titre-là que je fais cette petite ouverture. Je voudrais remercier beaucoup Sisset Hamoumi qui a œuvré depuis le départ à organiser cette série de webinaires et qui a fait profiter les membres de la SMEX et la SMEX
de réseau Global Alliance, donc qui représente donc un réseau important de consultants à travers le monde. Je remercie M. Philippe Cordier qui va animer le webinaire de ce jour sur la Côte d'Ivoire. C'est un pays, comme vous le savez, avec qui le Maroc entretient des relations d'amitié, de fraternité depuis très très longtemps. La Côte d'Ivoire est également parmi les pays qui jouit d'une stabilité politique puisqu'ils viennent de réussir leurs élections et donc qui a vu le développement de leur pays depuis une dizaine d'années. Je terminerai juste par un autre chiffre également, c'est que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui ont un taux, qui ont une balance commerciale qui est excédentaire et qui ont un taux de couverture en 2019 de plus de 120%. Mais les 40% des échanges restent encore avec l'Europe et 22% en intra-Afrique et avec 17% au niveau CEDEAO. Donc, cela veut dire que les échanges entre le Maroc et la Côte d'Ivoire restent beaucoup à développer. Il reste énormément de choses à faire et surtout à la veille de l'entrée en vigueur de l'accord de la ZLECA, nous espérons que justement ces échanges vont être fructifiés. Et le webinaire d'aujourd'hui, est-ce que il va nous présenter M. Cordier et donc ça va être surtout les opportunités pour nos membres. Et puis j'espère par la suite que dès que je dirais cette crise sanitaire, Inch'Allah, passera, on pourra organiser des missions de B2B et autres sur place. En tout cas, la commission que j'ai l'honneur de présider a vraiment de fructifier tous les échanges intra-africains avec l'ensemble des pays frères. Donc, sans trop tarder, je vous remercie encore une fois. Je donne la parole tout de suite à M. Cordier. Merci. Oh, pardon, d'avoir assisté à Merci, Selwa. Je te remercie pour cette introduction chaleureuse. Et je suis très heureux de savoir qu'on va collaborer avec toi en tant que présidente Afrique pour la SNEX. Je peux rajouter qu'on se connaît depuis de longues années. Je sais que toi-même, tu es très active au niveau de l'Afrique, au sein de ta structure, et que tu es membre très actif aussi sur tout ce qui est secteur des nouvelles technologies de l'information. Tu es militante à plus d'un titre, donc tu es très modeste. Donc je te remercie. J'espère qu'on va continuer à œuvrer avec la SNEX pour développer les relations, notamment avec l'Afrique. Parce que comme nous le savons tous, le Maroc a pris le parti justement de continuer bien sûr à travailler avec le continent européen qui est avec des relations historiques. Donc dernièrement, c'est l'Espagne qui représente le partenaire principal pour le Maroc. Ils ont devancé la France. Mais la France reste au deuxième niveau. Mais disons que depuis un certain nombre d'années, j'allais dire presque début de l'année 2000, l'Afrique est vraiment la priorité du Maroc parce que on est africain, les échanges sont très faibles, alors qu'on a beaucoup de choses à s'apporter mutuellement. Et souvent, ce qu'on dit même à nos amis européens, il faut voir le Maroc comme un partenaire, c'est-à-dire créer des synergies. C'est-à-dire quand maintenant on va à l'international, c'est pas pour prendre le marché d'un autre pays qui est déjà implanté, mais c'est de partir ensemble. C'est-à-dire essayer de construire, de créer des synergies pour développer et s'apporter mutuellement. Il y a des choses aussi qui peuvent venir de pays africains que nous n'avons pas. C'est-à-dire il faut aller dans les deux sens. Donc à ce titre, je voudrais aussi à nouveau remercier la SNEX pour cette série de webinaires qu'on a organisés depuis un certain nombre de temps, qui ont eu beaucoup de succès, parce que nous essayons d'être pragmatiques. L'objectif n'est pas de vous donner des éléments que vous pouvez trouver, soit sur Internet ou dans la littérature, mais des solutions vraiment pragmatiques. Parce que actuellement, nous vivons tous, que ce soit au Maroc, en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, cette horrible pandémie, et nous devons trouver des solutions simples
concrètes pour essayer de trouver de nouveaux marchés, développer ce qu'il y a à développer. Donc, à ce titre, très heureux de faire partie justement de ce réseau Globaliance, dont fait partie Philippe, et qui va présenter un peu plus, je suis sûr, dans sa présentation. C'est un réseau donc de personnes qui sont experts métiers, experts des pays et qui sont proches de la PME-PMI. C'est-à-dire que la configuration Maroc est née à 96 ou 97% de PME-PMI. Et donc, les PME-PMI, surtout quand elles envisagent l'export, ils veulent avoir un partenaire qui leur apporte des solutions pas trop chères, pragmatiques et rapides. Donc, sans trop tarder, je vais peut-être juste préciser un petit peu le mode opératoire pour la présentation. Donc, Philippe aura à peu près 45 minutes de présentation. Pendant cette période, avec Sibel Hssen, que je remercie, il va gérer le chat. Vous pouvez poser vos questions. Moi-même, je vais essayer de rassembler les questions par thématique et je les poserai à la fin de la période à Philippe, qui pourra répondre quand c'est possible, quand ce sera des questions un peu plus pointues. Il prendra peut-être le temps. Et après, en général, on donne la parole à quelques personnes à la fin pour, disons, de vive voix, soit témoigner, soit poser des questions qui n'ont pas été posées. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Diop. Je pense que c'est le directeur Côte d'Ivoire. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à Philippe, qui va nous dire ça avec ses mots. J'espère que tu ne m'en veux pas pour le jeu de mots. Donc, à toi, Philippe. Je dis ça parce que sa société s'appelle Semo. Donc, toi, Philippe. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier la présidente de la partie ASMEX Afrique pour cette invitation cordiale. Remercier également Monsieur le directeur Belarsen, avec lequel on a eu l'occasion hier d'échanger pour les dernières préparations de tests pour cette opération. Bien sûr, remercier mon collègue Saad Amoumi, Harvard Consulting, Business Consulting, avec lequel on partage les mêmes problématiques, les mêmes intérêts, à travers notamment Globaliance, et je ne vais pas redire ce qu'a déjà dit mon collègue à ce sujet-là. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est la plus grande économie de l'espace UEMOA, qui est donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme vous le savez, et qui représente environ 40% du PIB total de l'Union, de l'UEMOA. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est peut-être mieux connue comme le premier exportateur mondial de cacao, notamment, mais pas seulement. Elle exporte également du café, de l'huile de palme, du coton, du caoutchouc, entre autres, et divers produits. Ce qui fait d'elle le quatrième plus grand exportateur de marchandises en Afrique subsaharienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, le pétrole est devenu l'un des principaux produits d'exportation de la Côte d'Ivoire, et le développement de nouvelles mines d'or ces dernières années notamment, dans les régions du centre et du nord du pays, ont aussi contribué à la croissance économique nationale que nous aurons l'occasion de détailler rapidement tout à l'heure. La Côte d'Ivoire, elle dispose d'infrastructures relativement développées par rapport aux autres pays de la zone, qu'on appelle Afrique occidentale, puisqu'elle bénéficie ici d'un réseau routier d'environ 82 000 kilomètres. Abidjan, qui est donc la capitale économique du pays, abrite le deuxième plus grand port en Afrique, ainsi qu'un aéroport international moderne, avec un vaste réseau donc, de routes aériennes qui offrent des correspondances avec l'Europe, l'Afrique. Philippe, si tu permets, si tu peux dérouler les slides, parce que tu ne déroules pas les slides en même temps. C'est que, en fait, c'est juste une petite introduction très bien. Très bien. Je t'entends, et donc je vais faire le nécessaire pour activer ça. C'est juste, voilà, je vais y venir, ça s'arrête, c'est très court. Juste pour dire que le gouvernement ivoirien encourage activement les investissements étrangers grâce à des fusions, acquisitions, joint ventures, rachats et autres types d'outils
permettant donc aux investisseurs marocains notamment de pouvoir entrer donc sur ce marché. Brièvement, voilà comment on a fondé ce webinaire qui se veut être le plus pragmatique possible, comme l'a dit Saad. Donc, je vais vous présenter brièvement le pays. On va être obligé de faire un petit focus sur ce qui s'est passé avec la vague Covid et la présidentielle. Une terre d'opportunités, on va vous expliquer quelles sont les opportunités à saisir, mais surtout la place particulière qu'a le Maroc donc, auprès de la Côte d'Ivoire, pardon. On verra ensuite quels sont les principaux secteurs qui méritent d'être mis en exergue, sur lesquels il y a des possibilités d'investissement. Et puis, la dernière partie, avant les questions et réponses, qui seront donc animées par Saad. On essaiera de voir comment nous, on intervient sur ce marché ivoirien sur lequel donc, on est présent, puisque, comme vous l'a dit Saad, le directeur du bureau Côte d'Ivoire est avec moi présent ici. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes actuellement au Sénégal, à Dakar, le siège social de l'entreprise. Voilà. Donc, on va démarrer par des éléments qui sont des éléments contextuels, donc avec une superficie et une population que vous pouvez constater ici. Alors, on a deux capitales en réalité. La capitale administrative, qui est la capitale Yamoussoukro, qui ne compte que environ 310 000 habitants. Les chiffres qui sont ici sont des chiffres de 2018. Et en réalité, la capitale réelle économique du pays se trouve être donc Abidjan, sur laquelle, comme vous pouvez le constater, on a un nombre bien plus important. On arrive à avoisiner environ 5 millions d'habitants donc, sur Abidjan. On reviendra sur les éléments du produit intérieur brut de manière plus progressive sur les années. Ce que vous voyez, c'est que, en tout cas, le PIB par habitant, il est d'environ 1 704 $, ce qui en fait réellement, dans notre région en tout cas, le number one, la place numéro 1 en matière de PIB par habitant. La croissance donc du PIB, elle est relativement constante. Alors là, on a le ministère du Commerce qui nous a livré le 7,5% donc pour l'année 2019. Ce qu'on peut en tout cas légitimement dire, et c'est très intéressant à dire ici, c'est que entre 2015 à 2019, on est environ 7% en moyenne de PIB. Ce qui en fait le moteur de cette zone d'une part, mais surtout ce qui en fait aussi un point focal pour les investisseurs, qu'ils soient européens d'une part, comme l'a dit précédemment les interlocuteurs, mais également pour le Maroc qui se positionne de manière assez conséquente. La monnaie, vous la connaissez, on a 655,957 francs CFA pour 1 euro. On a un taux de chômage qui est relativement conséquent, sur lequel je dirais 2 mots tout à l'heure, puisque sur cette notion de chômage, on a la complexité ici de l'informel. Donc, on reviendra 2 minutes sur ce sujet-là tout à l'heure, et on a un taux d'inflation qui reste bas, faible, puisqu'il était pour l'année 2019 à 0,8%. Vous remarquerez que de manière significative, on s'est arrêté sur la partie 2019, puisque on verra tout à l'heure quelques chiffres 2020, mais de manière un peu plus spécifique. Vous savez comme moi, c'est une année extrêmement particulière. Alors, en ce qui concerne donc l'environnement légal, de manière générale, hors cadre des accords qui sont spécifiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure, on a une donc TVA qui s'applique à 18%. On a tenté, tant bien que mal, de trouver des salaires moyens, mais on n'est pas très loin de la réalité. On est à peu près à 100 € en moyenne pour un salarié, j'allais dire lambda, salarié de base, type ouvrier dans les usines. Et le salaire moyen pour un manager, il avoisine environ les 700 €, sachant bien évidemment on a des managers plutôt à la tête des entreprises qui bénéficient de salaires bien plus importants. Du reste, dans la zone UEMOA, les salaires qui sont versés
participants des activités dans les entreprises sont plus élevés que ce qu'on va retrouver dans d'autres zones comme le Sénégal, le Bénin, etc., ce qui n'est pas notre fait aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, en tout cas, les salariés en Côte d'Ivoire sont, on pourrait dire, donc, mieux payés que les salariés dans les autres zones de l'Afrique de l'Ouest. Hors accord spécifique, on a donc un impôt sur les sociétés de 25%, des charges donc sociales qui sont à 25% et des charges patronales en fonction du type de salaire, soyez salarié ou bien cadre, etc., qui oscillent entre 25 et 42%. On a un système de congés payés ici qui est relativement intéressant pour les salariés, qui a 5 semaines de congés payés qui sont dus donc à chaque personne qui bénéficie donc d'un durée de travail, donc d'un contrat de travail qui légitime son poste dans les entreprises. La durée légale de travail, elle varie entre 40 et 56 heures en fonction donc des secteurs d'activité qui nous renvoient là donc à des particularités de secteurs d'activité qu'on ne va pas développer ici, qui seraient bien trop complexes et qui embrouilleraient notre présentation. Voilà. Donc, quelques données maintenant de manière plus précise sur ce qui se passe sur les agréats macroéconomiques. Donc, ici, on est sur la partie 2020. On fait donc notre incursion sur la partie Covid, dont on peut dire immédiatement que ça a plutôt été bien géré. On a la chance en Côte d'Ivoire de ne pas avoir subi, comme ça a été le cas au Maroc par exemple, les effets extrêmement quantitatifs et désagréables de cette pandémie internationale. Comme vous pouvez le constater, on a des chiffres en total de cas qui avoisinent à peine les 22 000, un nombre extrêmement important de guérisons qui sont dues donc, même si je ne suis pas professionnel, je peux vous donner quelques indications me semble-t-il, qui sont dues notamment par la mise en œuvre immédiate du système du professeur Raoult en France, qui est extrêmement actuellement décliné de manière très positive pour les uns et très négative pour les autres. Il n'en demeure pas moins vrai que la mise en œuvre de la thérapie, donc hydrochloroquine et une autre en bithérapie, je ne me rappelle plus du nom de la deuxième médicament qui est en fait un médicament complémentaire, ont permis donc de limiter le nombre de décès et d'avoir un taux de guérison extrêmement important. De la même manière, cette deuxième vague que nous subissons comme partout ailleurs est chez nous ici en Côte d'Ivoire quasiment inexistante. On ne voit pas, comme c'est le cas chez nos voisins sénégalais, béninois et autres, on ne constate pas de surenchère à cette deuxième vague. Donc tout cela est plutôt bien géré. On a été mis en couvre-feu, comme c'était partout le cas dans la région, à partir du mois de mars, plutôt fin mars, et avec couvre-feu, obligation de rester chez soi de 21h jusqu'à 6 ou 7 heures le matin, cela pendant de nombreux mois, et sous couverture des forces de police et des forces de gendarmerie, qui ont donc œuvré pour que ce couvre-feu soit respecté et maintenu pendant toute la période. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que chez nous, cet effet Covid-19 est un épiphénomène sur la partie santé. En revanche, comme vous pouvez le constater sur les agrégats macroéconomiques qui apparaissent dans la partie haute de ce slide, eh bien, on a, comme partout ailleurs, subi de plein fouet, les activités économiques, ont subi de plein fouet ces contre-coups de ce qui s'est passé à la partie santé sur donc le Covid. Donc on a aujourd'hui 40% environ de cessation d'activité. Ce sont des chiffres très récents que je vous communique ici. Donc environ 40% d'entreprises qui ont cessé leurs activités, dont à peu près 2,4% qui ont définitivement donc fermé la porte. On a donc 35% de ces entreprises qui sont temporairement fermées et vous constatez que plus de la moitié des entreprises dont je parle ici sont détenues majoritairement par des étrangers. Donc, dans ces étrangers, bien évidemment, des entreprises marocaines. Alors, comme c'est le cas partout ailleurs,
Il y a des secteurs qui ont été bien plus impactés que d'autres. Vous voyez, transport et entreposage par exemple, tourisme, le commerce, l'hébergement et la restauration, mais également nos industries chimiques et pharmaceutiques, puisque pendant toute cette période, on a été contraint de ne pas pouvoir voyager d'une région à l'autre. On était donc sous ce phénomène de couvre-feu, donc contraint à rester chez nous enfermés le soir jusqu'au matin, mais également on n'avait plus la possibilité à voyager à l'extérieur de nos lieux de résidence. Tout cela a bien évidemment amené, comme c'est partout dans le monde, des chiffres extrêmement négatifs que vous pouvez constater On a bénéficié en revanche d'un plan de soutien dynamique, puisque ce sont 1700 milliards de francs CFA qui ont été destinés sous 4 fonds, de manière très pragmatique, qui ont permis, avec l'objectif, qui ont permis pour partie de maintenir une activité économique toujours présente, notamment sur la ville d'Abidjan, de préserver l'emploi et notamment de pouvoir favoriser donc une reprise rapide post-crise, tant que faire se peut, puisque comme vous le savez pour nous, on a également été dans une période donc d'élection présidentielle qui a vu donc le 31 octobre 2020 la réélection du président sortant, Alassane Ouattara, qui est donc au pouvoir depuis 2010 chez nous. Et comme vous avez pu sans doute en être informé à travers les médias, la phase pré-présidentielle a été une phase assez animée et sur laquelle on a subi malheureusement des exactions et quelques morts. Alors 70 pour le gouvernement, près de 300 pour les organismes hors organismes gouvernementaux. Tout ça pour dire que cette situation a généré un flou et une angoisse assez importante, puisque nous avions par ailleurs dans les années 2010 et 2011 vécu déjà, comme vous le savez, des exactions très importantes, la passation entre le président sortant Gbagbo et l'arrivée du président donc Alassane Ouattara. Dieu merci, a priori, cette réélection mouvementée, il s'agit en fait d'une 3e élection, malgré tout soutenue par les opérateurs économiques et par aussi, nous l'espérons, la mise en place par le gouvernement actuel, donc un ministère spécifique, donc lié au dialogue national. Nous pensons que ces deux thèmes, ou ces deux engagements de dynamisme permettront de maintenir ce qui est le cas aujourd'hui, une activité économique post-crise, et puis tout en conservant donc un climat social, nous l'espérons en tout cas, sain, solide et permettant donc de repasser donc et de dépasser cette période délicate et difficile. Un mot sur la partie donc informelle. En Afrique de l'Ouest et également en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays en voie de développement, on a une économie donc dite informelle, et qui par là même est très difficile à mesurer, mais dont il convient de s'occuper. Puisqu'en réalité, sur la planche, le slide précédent, je vous disais qu'on est entre 70 à 90% de taux de chômage. En réalité, c'est un chiffre relativement complexe, puisque parfois on y englobe l'informel et parfois on n'englobe pas l'informel. L'informel, en réalité, c'est une masse extrêmement importante avec laquelle tout le monde travaille. Toutes les entreprises, toutes les administrations, nous-mêmes, nous travaillons avec les gens qui sont dans l'informel. Donc en fait, c'est de l'informel, mais qui travaille de manière formelle et qui est reconnu par tous, même si l'État ivoirien ne fait pas cas dans ses analyses de cette situation. Donc sur tous les marchés sur lesquels vous voulez vous investir, sur toutes les places de marché, sur toutes les opérations que vous aurez à effectuer, eh bien vous aurez affaire avec cette portion congrue et extrêmement floue, mais très importante en nombre, quantitativement, donc de gens qui sont totalement laissés pour compte par l'administration,
mais bien réel et avec lequel tout le monde travaille, avec lequel vous serez obligé, bien évidemment, de travailler et donc de faire. Je propose qu'on passe cette partie et qu'on revienne sur des indicateurs. Saad, si tu vois que je me perds un peu et que le temps file trop vite, tu peux éventuellement me... Non, ça va pour la présentation générale. On est dans les temps, donc c'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors on a ici les effets donc, de PIB, alors qui sont un peu différents des PIB que vous trouverez peut-être dans les médias grand public, puisque nous on retient plutôt ce qu'on appelle le PIB réel. On va pas rentrer dans le détail. Vous voyez notamment qu'on a en 2020 donc un PIB qui est estimé et qui se maintient pour l'instant. Les estimations jusqu'à la semaine dernière sont confirmées. On est toujours dans du positif faible certes, mais toujours on aurait la capacité à rester sur un PIB positif qui, si on revient sur les deux éléments que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire la présidentielle houleuse et le Covid, montre quand même la capacité de la Côte d'Ivoire à maintenir son économie de manière positive et dynamique et constante. Donc on a en moyenne, je vous le disais, entre 2015 et 2019, nous alentours de 6 à 7%, ce qui est, de notre point de vue, en tout cas, et c'est pas Medoun, notre directeur Côte d'Ivoire, qui nous dira le contraire, ce qui reste, nous le pensons, à travers le monde, un focus extrêmement intéressant, et l'intégralité des commentateurs, qu'ils soient médias grande masse ou bien qu'ils soient spécialisés tels que Banque mondiale, FMI, les différentes délégations économiques de tous les pays, maintiennent effectivement la capacité de rebond dès 2021 à plus de 6% pour notre économie. Ce qui serait pour le coup une vraie opportunité à saisir et qui se confirme dès 2022 avec un petit rebond. Donc, on voit effectivement la capacité concrète du pays à avoir une économie stable, sereine et performante compte tenu de ce qui se passe ailleurs dans le monde, en Europe, ou bien ailleurs. Donc on est un peu, si je puis dire, si vous voulez, cette corne de l'Afrique, la corne ouest de l'Afrique, représente aujourd'hui, bien sûr, le moteur en étant la Côte d'Ivoire, représente aujourd'hui les mêmes caractéristiques positives que ce que représentait il y a encore 3 ou 4 ans ou 5 ans en arrière la partie asiatique et notamment en ligne de front la Chine. Voilà, c'est tout à fait dans cette perspective qu'il faut envisager la corne de l'Afrique, mais surtout, bien évidemment, donc Abidjan. Voilà. Vous voyez qu'on a également une inflation, un taux d'inflation contenu. On a sur la partie la plus basse, donc la répartition de l'activité par secteur. Donc, vous voyez que l'industrie en Côte d'Ivoire a une bonne place, même si les services, bien évidemment, représentent la part la plus chez nous. On a un problème de connexion chez nous. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Ok. On est dans des bureaux qui normalement ne subissent pas trop de contraintes, en espérant que ça tienne. Vous voulez que je reprenne une partie de ce que j'ai évoqué? Non? On en était à la partie donc de répartition de l'activité économique par secteur. C'est toujours bon? Je pense, Philippe, on peut pas, enfin, non, vas-y, continue, parce que comme ça, on passe à la partie, comment dire, sectorielle, relation avec le Maroc, qui serait plus intéressante. Hein. Donc, avec grand plaisir, Vous avez donc les chiffres sous les yeux. Vous voyez que les services sont la partie la plus importante. Ensuite, on a l'industrie. Et puis, plutôt que le secteur primaire, je vous ai mis l'agriculture qui représente quasiment 100% du secteur primaire, avec des valeurs ajoutées diverses. Donc, je viens donc à la partie. Donc ça, de toute façon, je pense que ce document sera remis à l'intégralité des participants. Oui, en général, il est posté sur le site de la SMEX et les gens peuvent le consulter. Hein, donc, on peut peut-être 2 mots
sur la partie des investissements directs étrangers, me semble-t-il. Oui. À partir de 2013, donc, la Côte d'Ivoire devient donc à son tour la destination privilégiée donc, des investissements directs marocains. 2013, c'est la destination privilégiée donc, des investisseurs marocains. Donc ça, c'est suite à la post-crise évoquée précédemment, donc de 2010-2011 et la prise de pouvoir donc, par Alassane Ouattara. Donc, c'est le processus de réconciliation nationale hein, et les différentes mesures économiques qui ont été adoptées donc, par la Côte d'Ivoire en 2011, qui ont remis, donc, si vous voulez, sur le chemin de croissance et de revitaliser les investissements marocains, en l'occurrence, donc, dans ce pays. Il faut aussi dire qu'il y a une présence de plus en plus importante des filiales ouest-africaines à travers les banques marocaines, mais également de plusieurs entreprises marocaines qui relèvent donc notamment du secteur des nouvelles technologies de l'information, comme l'avait précisé la présidente précédemment, mais pas seulement, également la pharmacie et beaucoup d'études de génie civil, puisqu'il y a beaucoup de réalisations donc en bâtiment qui sont réalisées en Côte d'Ivoire par des entreprises marocaines, on y reviendra. En 2015, donc le Maroc deviendra le principal investisseur privé étranger en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est troisième position, sauf si les informations sont erronées, avec environ 315 millions d'euros qui sont donc mobilisés dans différents secteurs. Donc la Côte d'Ivoire en particulier est aujourd'hui une importante destination pour les investissements directs étrangers marocains. Donc bien évidemment, ça concerne surtout, me direz-vous, les grandes entreprises, mais également ça pourrait et ça devrait intéresser des entreprises plutôt PME marocaines auprès desquelles la SMEX, Saad Amouni et moi-même sommes totalement à la disposition et c'est notre cœur de métier. Voilà. Donc, vous avez les chiffres qui sont répartis ici. Un mot quand même sur les services financiers, bien représentés notamment par les trois filiales des banques marocaines. On a un nombre pléthore de banques chez nous. On a 29, dont plus deux établissements financiers. Vous voyez que en réalité, on a une agence pour 36 000 habitants quand on a au Maroc une agence pour 5 400 habitants. On a un taux d'inclusion financière. Donc, l'inclusion financière, c'est le nombre de personnes qui détiennent un compte bancaire ou qui passent par les organismes bancaires pour effectuer des opérations, qui est relativement faible si on le rapporte au nombre d'établissements financiers de banques que nous avons chez nous. Ça, c'est une des particularités abidjanaises notamment. Une grosse difficulté à faire rentrer une partie de la population sur les banques dites banques traditionnelles. Et malheureusement, le mobile banking, qui prend une grosse ampleur en Afrique de l'Ouest, est encore un peu laissé pour compte. Ça a aussi beaucoup de mal à s'implémenter chez nous, ce qui n'est pas le cas par exemple du Sénégal ou d'autres pays de la zone. Mais vous voyez que quand même 55% de la population donc aujourd'hui possède un compte de mobile money. Il est vrai que de manière professionnelle et personnelle, à titre domestique, on emploie beaucoup aujourd'hui les services donc de mobile banking. Et vous voyez que globalement 22% de la population seulement dispose donc d'un compte bancaire. Donc on a un risque bancaire qui est encore relativement important. Les crédits sont à la hausse. Les encours de crédit du PIB ivoirien ont été multipliés par 4 sur les 10 dernières années, mais restent relativement faibles puisqu'on est encore à 40%, en dessous de 40% du PIB ivoirien, donc beaucoup de difficultés pour obtenir des crédits chez nous. Alors qu'on est à 70% sur le PIB au Royaume. Vous voyez que la différence est notable. On a des solutions alternatives qui sont mises en place par des entrepreneurs locaux. Je pense notamment à la banque Cofina, par exemple, qui aide notamment à travers des solutions un peu diverses et variées, mais qui s'adressent à une population plutôt PME, PMI à travers des systèmes différents de
financement. Les 10 plus petites banques représentent 5% du marché, mais qui ne représentent en réalité que rien, mais ça représente quand même un risque fort en matière de risque bancaire, notamment dans cette période post-crise Covid. Puisque vous voyez qu'on a un taux de créance douteuse qui avoisine quand même les 10%, ce qui n'est pas rien. Alors, voilà en ce qui concerne donc le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc, on est en millions de dollars. Donc, on a 182 millions de dollars qui sont exportés, donc qui rentrent en Côte d'Ivoire, et 15 millions 600 000, donc 16 millions donc qui font le chemin. Donc, vous voyez que la balance elle est totalement inversée en ce qui concerne donc les importations et les exportations. La Côte d'Ivoire, c'était le 26e marché d'exportation du Maroc, ce qui représente environ 0,6%, et 79e marché, excusez-moi, je vais y arriver, d'importation donc du Maroc. Quels sont précisément les types de produits qui sont échangés? Alors, on a repris que les principaux, les plus importants. Donc, le Maroc exportait vers la Côte d'Ivoire tout ce qui concerne les fertilisants, tout ce qui concerne les matériaux électriques, tout ce qui concerne également le papier. Alors, vous avez les données, à droite, je rappelle que c'est en millions de dollars, donc 46 millions de dollars pour les fertilisants, le papier, les poissons, crustacés, mollusques, aquatiques, etc. Vous avez du sucre confectionné et brut, les minéraux, oil and gas, etc. Les articles donc d'or et d'argent, du plastique, etc., etc. Et à l'inverse, donc les importations en provenance de la Côte d'Ivoire, ce qui rentre au Maroc, du bois, donc tous les articles qui sont en bois, bien évidemment coco, vous en doutez, puisque c'est ce qui s'exporte le plus, mais également des fruits, melon, citron, etc., etc. Les résidus donc de l'industrie alimentaire notamment et animale, mais je l'ai dit précédemment, le café, le thé et les épices, le coton, etc., etc. Et à ce jour donc l'huile et d'autres types de fruits. Mais vous voyez par exemple quelque chose d'intéressant, on voit ici les préfabriqués dans les bâtiments par exemple. Nous, on est assez proches, on a beaucoup de demandes, peu nous concernant en termes d'accompagnement sur le second œuvre bâtiment, alors qu'il y a beaucoup de positionnements d'entreprises internationales, d'autres pays qui viennent sur le second œuvre bâtiment, par exemple, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, vous avez ici une vision claire et précise des top 10 donc de l'import et l'export entre nos deux pays. Qu'est-ce que nous avons après? Alors là, de manière plus générale, nous avons confié donc ce qui s'exporte et ce qui s'importe, non pas spécifiquement donc de la Côte d'Ivoire, pardon, vers le Maroc, mais vers le monde. Vous avez de manière plus générale ici une vision qui exprime en pourcentage les principaux échanges entre la Côte d'Ivoire, pardon, et le reste du monde. Je me suis permis de mettre en exergue la part du Maroc sur les produits pharmaceutiques, donc tout ce qui est médicaments, parce que grosse présence des produits, des fabricants de produits pharmaceutiques ici. Vous voyez que pour ce qui concerne le médicament et qui représente en termes d'importation environ un peu plus de 3%, la part du Maroc est extrêmement importante puisqu'elle représente entre 70 à 80% de ces 3% des médicaments donc, qui sont consommés chez nous. Donc c'est une part extrêmement importante. Peut-être encore avancer.
Alors, j'avais évoqué donc précédemment l'histoire qui remonte à notamment 2013, bien avant, puisqu'en réalité l'histoire entre le royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire sont extrêmement anciennes, et elles avaient démarré d'abord par le commerce. Ce sont les commerçants marocains qui d'abord sont venus sur Abidjan. Mais cette proportion, si vous voulez, d'acteurs purement commerce et plutôt petit commerce s'inverse au fur et à mesure du temps, notamment grâce à ce qui est mis en place par des organisations telles que la SMEX et autres. Donc on a aujourd'hui 160 projets qui sont dans des accords bilatéraux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et qui sont portés donc par 50 acteurs marocains aujourd'hui. Et ces 50 acteurs marocains sont en partenariat avec 80 partenaires ivoiriens. C'est vous dire si les partenariats et la collaboration entre les Marocains et les Ivoiriens est porteuse de bénéfices au profit du pays en ce qui nous concerne, mais également des échanges économiques en ce qui concerne donc vos activités respectives. Donc ces accords et ces projets donc portent principalement sur les logements sociaux, comme c'est écrit, les ports, l'agriculture, l'agroalimentaire, qui vient de mèche avec l'agriculture, le tourisme, un peu en berne actuellement, la pêche, la communication, les mines bien évidemment, le commerce, on l'a dit, c'est historique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais également les infrastructures, il y a une forte présence marocaine, et le secteur financier et pharmaceutique qui là représente, on l'a vu précédemment, donc une forte présence des Marocains. Quelques exemples font le lien entre le slide précédent et celui-ci. Donc la valorisation donc de la baie de Cocody, je ne dois pas vous dire de bêtises, je vais vous dire qui travaille dessus. C'est Marchida Med Construction, c'est l'entreprise Marchida Med Construction qui travaille sur la baie de Cocody. Donc c'est le futur joyau touristique pour notre pays, avec un gros investissement également de la banque laquelle travaille dessus, excusez-moi, je commence à fatiguer. Attijawari Bank, mais c'est pas Attijawari Bank directement, c'est vis-à-vis de sa filiale qui s'appelle donc la Société Ivoirienne de Banque. Donc, si vous voulez, il y a un vrai effort qui a été consenti et qui a été mené par le roi du Maroc et le ministre en l'occurrence, avec la signature donc, de ce gros projet, qui est un projet extrêmement important pour nous. Mais vous voyez également la mosquée Mohamed VI, Medoune Diop disait que c'est un joyau en termes de bâtiment qui n'est pas fini de construire, si je ne m'abuse, qui est un projet toujours en cours. Bien évidemment, tout ce qui concerne les équipements routiers. Là, je parle de projets qui sont en cours actuellement, qui font référence aux 160 projets qui étaient présentés sur le slide précédent. La construction de logements sociaux, d'écoles primaires, des unités hôtelières qui continuent à sortir de terre malgré la pandémie, en tout cas les contre-coups de la pandémie. Donc, il y a une usine pharmaceutique qui est en train de sortir de terre également, mais il y en a déjà plusieurs, des installations hydroélectriques, etc., etc., etc. J'ai noté ici quelques entreprises marocaines. Alors, bien sûr, on retrouve dans les entreprises marocaines qui apparaissent ici les grosses entreprises marocaines. J'en suis intimement désolé. Il est beaucoup plus difficile pour nous d'avoir notamment des entreprises marocaines, j'allais dire plutôt PME, PMI, même si on en a trouvé quelques-unes. On a notamment IB Maroc, on a GFI Maroc, on a Archeos, qu'on connaît précisément, ça c'est Medoune qui m'a donné, Monsieur Diop qui est avec moi. Voilà, mais la communauté marocaine est une communauté qui est extrêmement importante ici chez nous. Donc, certes,
vous voyez exposées ici les grosses entreprises que vous connaissez tous, au moins par leur signature, mais de nombreuses entreprises PME, PMI sont donc présentes. L'intérêt que porte la Côte d'Ivoire également, qui a été récemment, notamment sur l'année 2020, c'est tombé une bonne nouvelle. Il semble que nous soyons désormais le pays le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, on s'en félicite. De vous à moi, je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière ce couronnement, si je puis dire, mais en tout cas, les relais médiatiques ont été couverts à travers la planète, et notamment chez nous. L'avantage également qui concerne les investissements et l'intérêt pour les Marocains, pour vous, de venir en Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a une convention fiscale qui existe et qui comporte plusieurs éléments qu'on n'a pas détaillés ici. Et j'ai un associé qui travaille spécifiquement là-dessus, qui n'est pas présent avec nous, qui s'appelle Momar Tiao, qui est donc un fiscaliste de l'ordre des fiscalistes ici à Dakar, et qui est spécialisé en droit UMOA. On a tout un tas, si vous voulez, il existe tout un tas de déclinaisons à l'intérieur de cette convention qui a été signée et qui permet effectivement bien de pouvoir, après étude, vous donner des éléments complémentaires favorisant votre capacité d'investir en bénéficiant d'avantages fiscaux qu'il convient effectivement de prendre en compte dans le cadre de vos investissements et de vos mises en place ici chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les opportunités également qui sont offertes? Alors, il y en a beaucoup. On en a noté quelques-unes. Pour ceux qui sont proches du secteur de l'automobile, on est assez fiers de dire que le premier salon de l'automobile en Afrique de chez nous, malheureusement pas cette année, pour les raisons que vous comprenez, mais en 2019, c'est vous dire si le marché de l'automobile et de la construction automobile est un marché en pleine expansion chez nous. On a totalement inversé la courbe des marchés de l'occasion sur le marché de l'automobile neuve. On est arrivé aujourd'hui à vendre 13 000 automobiles neuves par an. Donc la courbe a totalement été inversée sous l'impulsion des décisions mises en place par le gouvernement ivoirien, qui a donc limité à 5 ans l'entrée des véhicules. Donc vous avez pléthore aujourd'hui de vendeurs de voitures neuves, et vous avez Toyota notamment, Renault également, qui s'intéresse de très très près, et il y a des projets d'ouverture et de création donc d'usines de fabrication. Toyota est beaucoup plus avancé que Renault notamment, mais des projets donc d'investissement lourd pour fabriquer directement chez nous ici en Côte d'Ivoire donc des véhicules. Donc ça, c'est bien évidemment quand je parle de la capacité de construire des véhicules. Donc vous avez ensuite le ruissellement autour de cette industrie lourde avec tous les équipementiers, etc., qui ne vont pas manquer. C'est vraiment le hub de la construction de véhicules neufs ici chez nous en Afrique. On n'a pas, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas d'autres concurrents sur l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de concurrent sur la capacité de véhicules neufs. Il n'y a pas de concurrent également sur le nombre de véhicules neufs vendus en Afrique de l'Ouest. Voilà. Tout ce qui concerne la partie maquillage et produits, donc de lait de corps et autres, puisque chez nous, les femmes africaines, donc à peau noire, sont des personnes qui utilisent énormément de produits de maquillage, de produits de soins de peau. Et ce qu'on sait, ce qu'une enquête récente a fait ressortir, c'est que préfèrent consommer pour ce type de soins donc, de peau et du visage, par exemple. Ce qui est félicité, ce sont les marques étrangères. Les marques étrangères de tout pays confondu. Voilà. Donc ça, c'est un marché également qu'on pouvait adresser. Je ne sais pas si le marché, par exemple, de la perruque ou des rajouts est un marché qui est au Maroc, au Royaume, je ne sais pas, mais ça c'est un marché en tout cas sur lequel il y a des choses à faire.
tout ce qui concerne, donc, on a vu les médicaments, c'est quelque chose qui est déjà très, très présent et très adressé par le Royaume à travers différents prestataires. Et on a aujourd'hui les dispositifs médicaux également qui connaissent une grosse croissance. Tout ce qui concerne également le e-santé. La présidente parlait de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a une forte appétence à pouvoir travailler sur le e-santé, puisque, comme vous avez pu le constater, tout est concentré sur Abidjan. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est également de pouvoir distribuer à travers des produits, de la logistique, nouvelles technologies, de l'application à distance. Donc, tout ce qui traite des nouvelles technologies également en e-santé, ce sont des niches qui sont des niches extrêmement intéressantes aujourd'hui. Alors, le secteur du BTP chez nous est extrêmement dynamique. Il l'est toujours du reste, même si quelques gros chantiers ont été différés pour les raisons que vous avez compris. Il n'en demeure pas moins vrai qu'on a un gros déficit de logement. Et je vous disais précédemment que tout ce qui traite du second œuvre, on a nous beaucoup de dossiers qu'on traite sur le second œuvre, on est énormément sollicité là-dessus, et je peux vous garantir qu'il y a un gros marché à couvrir, puisqu'on est encore à des systèmes de construction, j'allais dire un peu rudimentaires, entre guillemets, même si bien sûr des sociétés comme Abdoa, qu'est-ce que je pourrais vous dire qui sont déjà présents? Donc on a Abdoa, ça vous connaissez, qui fait du logement. J'ai aussi construction de logement, j'ai aussi Alliance, j'ai aussi Palmeraie, mais on a aussi des gens qui sont dans le ciment, comme Lafarge aussi Maroc-Afrique, les ciments d'Afrique, etc., etc. Donc tout ce qui concerne BTP, extrêmement de dossiers, j'allais dire privés, mais on a aussi beaucoup de dossiers qui sont traités en partenariat public-privé, qui sont effectivement bons à connaître pour pouvoir être présents sur ces dossiers. Alors, de manière plus générale, nous avons repris ici d'autres dossiers sur lesquels il est intéressant de se positionner. Dans le secteur industriel, tout ce qui concerne le traitement donc des produits de base, on a une agriculture, vous l'avez vu précédemment, qui est relativement conséquente. Malheureusement, on ne produit pas, on ne traite pas ces matières premières. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de projets en la matière. Du reste, la Côte d'Ivoire, pour tenter de conserver la matière première cacao, par exemple, a fondé avec le Ghana une officine qui aujourd'hui réglemente les prix de l'acquisition pour les étrangers de ces produits de base. L'idée étant effectivement de pousser à la production et à la transformation sur place. Donc, tout ce qui concerne le secteur industriel de transformation des produits sont des choses extrêmes sur lesquelles il faut se positionner. On a la chance, nous, chez CEMO, d'avoir M. Medundiol, qui est un ancien directeur Bureau Veritas du département industrie, qui donc est spécialisé sur ce domaine et qui est à notre entière disposition. Bien sûr, les ressources minières, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec la poussée et la montée en puissance chez nous donc du pétrole qui aujourd'hui également commence à participer à la production de notre produit intérieur brut. Donc les hydrocarbures, dans la région bien sûr, dans toute la région, mais également chez nous en Côte d'Ivoire, il y a tout un tas de produits et de productions qui sont intéressantes. C'est pour ça que j'ai noté ici dans tout ce qui concerne l'exploration, la production, tout ce qui concerne l'extension éventuelle des systèmes de production, mais pas que, tout ce qui concerne le stockage, le transport, la distribution. Bref, tout ce qui tourne autour des ressources minières, il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue. Et bien sûr, tout ce qu'il y a autour du secteur agricole, mais je pense que ça, vous le savez déjà.
Et à côté de ça, on a tout ce qui touche donc de la pêche, de l'élevage et de l'aquaculture. Je ne sais pas au timing, Sarah, si on tient toujours. Oui, ça va. On devrait. Tu en as encore pour 5-10 minutes, c'est ça? Écoute, je pense. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Ce que j'ai noté dans la partie droite, c'est qu'effectivement, je le dis de manière différente, on a un vrai potentiel donc, de transformation sur lequel il convient effectivement d'essayer d'appuyer. Et pour cela, bien l'État aujourd'hui qui veut augmenter sa capacité, notamment d'emploi, se formalise et essaye de formaliser donc ce structure en la matière, et les accords qui sont passés avec les différents gouvernements et notamment donc le Maroc poussent en ce sens. Je peux peut-être maintenant, je pense, dire 2 mots sur ce qu'on fait. Oui, voilà. Comment, disons, vous pouvez accompagner des demandes marocaines sur la Côte d'Ivoire, sur des projets concrets? Quels sont les axes, les prestations de services que vous faites, etc. Ok. Merci Fat. Alors, je suis français par mon nom et par mon prénom, mais en réalité, je suis africain. Je suis là depuis 1997 et j'ai la chance d'avoir autour de moi 100% d'Africains. Nous sommes tous donc multiculturels. Je parle moi-même couramment le Wolof, par exemple, qui est la langue du Sénégal. Enfin voilà, ça c'est pour vous donner un peu la température de l'état d'esprit qui nous anime. Et nous, on travaille avec tous les pays. Donc, on travaille avec tous les opérateurs. Français, belges, mais aussi avec l'Asie à travers notre réseau Global Alliance, auquel appartient également SAAD. Donc, brièvement, vous avez les 4 personnes principales que vous retrouverez donc dans le document qui vous sera mis à disposition. Donc, j'ai la chance de gérer cette société. Je vous ai dit 2 mots tout à l'heure. Le directeur général, c'est un fiscaliste, droit des affaires, mais il est également juriste et spécialiste en droit du travail CEDEAO. On a une dame qui est chez nous, en fait, le pilier, qui gère tout ce qui est assistance et coordination. Et je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois, Medoun Diop, donc, qui gère notre bureau d'Abidjan et qui est un spécialiste industriel puisqu'il a géré pendant 20 ans tout ça. Voilà 4 exemples concrets de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire dans différents pays. Donc, tout ce qui concerne la partie appui et conseil par Momar, donc on réalise on fait de l'optimisation fiscale, par exemple. Donc, on traite tout ce qui est contrat, JV, due diligence, etc., etc. Toute la partie juridique de montage de contrat. Tout ce qui traite aussi le MIA. On traite des affaires commerciales, comme c'est marqué sur la partie de droite, en tout cas pour des entreprises sénégalaises et françaises, par exemple. Donc, on sait faire des opérations d'études de marché, par exemple, de manière un peu plus light, ce qu'on appelle de l'approche marché, pour comprendre un peu la tendance. On fait beaucoup aussi d'approche de distributeurs, donc de qualification de réseaux de distribution et de partenaires, qui permettent donc aux investisseurs, d'aller plus vite, puisqu'on les a tous référencés, mais surtout d'aller immédiatement auprès des bonnes personnes, puisqu'on travaille en termes de qualification. Ensuite, on a aussi des dossiers commerciaux sur lesquels on fait du recrutement, mais on a aussi des prestations de direction commerciale en temps partagé. Donc, on fait de la structuration de services commerciaux, etc., etc. Et puis, on a des gros dossiers industriels, puisque là, par exemple, alors le projet industriel de pilotage, donc ça c'est Medoun au Bénin, avec des Danois. L'une des 2 centrales de Cotonou, Medoun a géré donc en second œuvre, donc un pilotage de second œuvre. Enfin, je vais y arriver. Je commence à fatiguer ça là. Donc toute la partie mécanique de ce dossier qui représentait 50 milliards de francs CFA, qui a été donc piloté, donc qui vont de la phase amont du pilotage de projet jusqu'à l'acquisition des ressources humaines, du matériel, gestion donc de toute la partie financière, jusqu'à la remise des clés aux destinataires. Donc on sait faire, si vous voulez, toutes ces opérations.
je crois, bon là vous aurez quelques références, alors je dis bien quelques références, il a bien fallu qu'on en mette quelques-unes. Je voudrais juste faire un petit coucou ici à Classe Export que vous voyez ici, puisque il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont participé aux rencontres Africa organisées par Classe Export. On a été partenaire, comme le SMEX les années précédentes, donc on est partenaire chez eux. Vous retrouverez ces quelques exemples. Et on vous a mis ici, pour finir, donc ce que nous savons faire de manière plus générique, que vous retrouverez, donc de l'intelligence économique, détient de la donnée, analyse marché-industrie, on vous le disait tout à l'heure. On a deux partenaires financiers avec lesquels nous travaillons, en dehors de BPI, bien sûr, et des banques avec lesquelles moi et Saad, nous travaillons, comme les BNP et autres. On fait de la veille stratégique, de la stratégie de pénétration de marché, je vous en ai parlé tout à l'heure. On fait de l'identification de partenaires dans le cadre aussi de réseaux de distribution. Des missions commerciales, ça en fait partie. On fait de la MIA, avec à travers de la due diligence, etc., etc. Mon associé donc fait de l'enregistrement de société clé en main. Et puis on fait tout ce qui concerne le sourcing et le portage salarial. Voilà à peu près brièvement évoqué nos prestations. Et je suis moi-même au Sénégal depuis 1997. Donc totalement implémenté ici. J'ai pas de bureau, nous n'avons pas de bureau de représentation ni en France ni à l'étranger. Nous sommes exclusivement locaux sur nos 8 pays. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Saad et tous les chefs d'entreprise présents, ce que je pouvais vous dire, on est à votre écoute. Merci Philippe pour cette excellente présentation. Je rappelle que tu animeras d'autres webinaires, tu as bien voulu accepter sur les différents pays où vous avez des bureaux de représentation. D'ailleurs, je rappelle que le prochain sera en janvier sur le Mali. Donc, comme beaucoup de personnes le savaient peut-être déjà, c'est vrai que moi j'étais impressionné aussi par l'importance des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc et les axes sur lesquels il y a des possibilités, parce que quand on voit le projet automobile, pour rappel, le Maroc a réussi avec le pôle Renault sur Tanger et Peugeot sur Kénitra. Donc je pense qu'il y aura peut-être, je sais pas s'il y a des gens du secteur automobile avec nous, il y a peut-être du potentiel et des choses à voir à ce niveau-là. Le pharmaceutique aussi, c'est impressionnant la part détenue par les entreprises marocaines. Je pense qu'il y aura aussi des gens de la cosmétique, parce que j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Je rappelle juste quelques-uns qui vont un petit peu intéressés, et le BTP sur lequel il y a déjà des acteurs. Donc je pense que Madame Khalkhawi veut dire quelque chose avant que je passe aux questions. À toi, Merci Saad Moumé. D'abord, félicitations pour la clarté de l'exposé de Monsieur Cordier. Et justement sur le digital, bon, tout à l'heure je voulais pas trop en parler, mais quand vous avez cité le nom de GFI que Monsieur Diop certainement connaît, qui maintenant s'appelle Inetom, et donc j'ai le plaisir d'assurer la présidence pour l'Afrique. Et effectivement, nous avons investi en Côte d'Ivoire il y a déjà 3 ans en faisant l'acquisition d'une entreprise ivoirienne qui existait sur place. Et donc nous sommes très contents de notre développement sur la Côte d'Ivoire, et à partir de la Côte d'Ivoire également on aura un an sur le Sénégal. Et effectivement, il y a un intérêt pour le digital. Il y a de plus en plus de projets. Ils sont même, peut-être, ils ont été même pionniers par rapport à un projet de dématérialisation des services publics. Un projet qui a été inauguré par le Premier ministre lui-même. Nous avons eu l'occasion de travailler là-dessus également. Donc, effectivement, c'est un pays, j'avoue que c'est un pays où il fait bon d'investir. Voilà. C'est vraiment un témoignage à titre personnel pour la société Inetom, donc l'ex-GFI. Et merci encore pour votre présentation. Merci Sylvain. Peut-être ça, si tu veux, merci Madame la Présidente de vos bons mots nous concernant sur cette présentation modeste. Comment vous dire ce que je peux en tout cas, pour rebondir sur la partie nouvelle technologie, ce qui est intéressant, Madame la Présidente, c'est que par ailleurs, il y a une vraie bagarre, si vous voulez, chez nous dans notre zone.
une vraie bagarre. Tout le monde veut être le hub des nouvelles technologies. Donc tout le monde nous sort une nouvelle ville nouvelle. Bon, vous savez, Diamniadio au Sénégal, etc., etc. Et de ce point de vue-là, vous avez mis le doigt. Ce qui est intéressant chez nous ici à Abidjan, c'est qu'effectivement, c'est les services de l'État qui vont travailler. Ce qui n'est pas le cas par exemple, au Sénégal, où c'est plutôt le domaine privé avec de multiples intervenants. Donc en fait, plein de choses. C'est une vraie bouilloire en fait de ce niveau-là. Je pense que des sociétés bien construites, avec des projets bien construits et surtout avec la capacité d'aider les entreprises locales. Après, il faut trouver la formule, JV, participation, etc., etc. Nous, on milite pour ça, Madame la Présidente. On milite pour le fait de dire que dans nos régions, nos sociétés, globalement, elles sont pas très performantes. Pour vous dire les choses comme on le pense, et j'ai pas honte de dire ça, elles ne sont pas très performantes. Et ce qu'on attend justement des Marocains, des autres opérateurs internationaux, c'est éventuellement de venir prendre des participations et collaborer avec nos entreprises locales pour justement, faire du business, parce que de toute façon le business est mondial, et surtout aussi améliorer justement nos écosystèmes. Voilà. Excusez-moi de cette intervention. Merci Philippe. Donc je vais peut-être poser les questions qui sont arrivées par le chat. On a une première question. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène corporelle, de produits cosmétiques, donc ce que tu as cité comme secteur, et ils recherchent des partenaires pour la distribution de leurs produits en Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour réussir cette entrée sur le marché et comment assurer une pérennité de leur présence en Côte d'Ivoire? Voilà un petit peu la question. Je voulais poser une question, je t'en pose deux, trois que j'ai reçues. Une sur le mobile banking ou monnaie dont tu as parlé. Est-ce que c'est assuré par l'opérateur téléphonique ou est-ce que c'est le secteur bancaire qui s'en occupe? Le mobile monnaie, qui gère ça? Voilà, bon, déjà les premières questions qu'on a reçues. Hein. Ok, voilà. Oui, alors, en ce qui concerne la fabrication et donc le réseau de distribution, alors les réseaux de distribution sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre, ce qui peut paraître paradoxal. Les réseaux de distribution sont rarement pérennes chez nous, et ils sont d'autant plus rarement pérennes qu'ils sont en général peu valorisés. Alors, excusez-moi, je suis un peu négatif. Je conviens que la manière dont j'embraye, ça peut paraître un peu négatif. Mais en fait, ce que je veux surtout attirer l'attention de ce fabricant de produits cosmétiques, donc cette société, c'est de dire, si vous voulez activer un réseau de distribution en Côte d'Ivoire, il faut le faire de manière, en mobilisant véritablement votre attention sur tout ce qui va permettre de valoriser ce réseau de distribution. Souvent, tout pays confondu, les gens viennent en Afrique, et y compris le Maghreb, hein. Donc y compris les amis marocains. Tout le monde vient en Afrique avec une espèce de, comment je pourrais dire ça, enfin, une espèce de condescendance qui dit que oui, bon, bah, je vais en Afrique, voilà, les Africains sont des gens sympathiques, on ouvre les bras, etc., etc. Puis finalement, on mise peu sur le projet. Et si on mise peu sur un projet, bah, on obtient peu. Et comme vous le savez, la caractéristique de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'accueil qu'on a auprès des personnes. On accueille les gens. Les gens sont toujours les bienvenus chez nous. Et donc cet accueil d'un point de vue relationnel va rester pérenne, mais en revanche, si on ne fonde pas une véritable valorisation du réseau de distribution, ça ne fonctionne pas. Donc, on va monter ce réseau, et ce réseau, in fine, n'obtiendra pas les résultats qui sont escomptés, et tout ça finit par une espèce de fatigue de part et d'autre,
d'abord de l'investisseur qui se dit finalement c'est 2 ou 3 ans que j'investis ici et il ne se passe pas grand-chose. Il faut bien choisir ses intervenants. Parce que, encore une fois, intellectuellement, chez nous, il est impossible de dire non à personne. Donc, tout le monde va être susceptible de dire oui à la mise en place d'un réseau de distribution. Maintenant, est-ce que cette personne a la capacité de mettre en place ce réseau de distribution? Est-ce qu'il est déjà habitué? Est-ce qu'il connaît? Il y a tout un tas. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment qualifier son réseau de distribution. Une fois que j'ai bien qualifié mon réseau de distribution sur des critères objectifs, c'est très difficile à réaliser. Mais ça n'empêche que c'est le premier point. Ensuite, il faut investir sur ce réseau. Il faut véritablement mettre en œuvre la formation, faire des événements, etc., etc. Valoriser ce réseau de distribution. Sinon, vous aurez le résultat de ce qui est 80% des sociétés qui viennent monter des réseaux de distribution. C'est-à-dire, 2 ans après, le réseau de distribution n'existe pas, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et puis la personne avec laquelle vous avez commencé à vendre le produit X, en fait, ils vendent le produit Y, etc. Et de par la capacité qu'il aura eu à travailler avec cette première société ou cette deuxième, il va faire lui-même son propre marketing, et il va plutôt rebondir sur l'image, le renforcement de sa propre image au détriment du business qui pourrait être fait par l'investisseur. Donc il faut miser, il faut valoriser ce réseau de distribution, 1, bien sélectionner, et 2, valoriser. Merci Philippe. Et si je peux dire, c'est un petit peu la même démarche qui est présentée par la plupart des membres de Réseau Global Alliance, quel que soit le marché d'ailleurs. Et c'est pour ça, je dirais que, comme tu avais dit au début, certains contrats internationaux comme BNP Paribas ou la Banque Populaire France, qu'ils épargnent, s'appuient sur le Réseau Global Alliance. C'est parce qu'il y a cette approche qui permet de faire des due diligence et de vous proposer des partenaires qualifiés en évitant les risques. Parce que souvent, quand on rencontre quelqu'un sur un marché ou parce que quelqu'un nous l'a présenté, il y a peut-être des risques cachés et souvent ça engendre des pertes d'investissement, de temps. Et donc tous les pays, je pense, c'est la même approche, d'autant plus quand c'est un pays disons, dans une zone africaine où on a moins de statistiques, moins de données, c'est-à-dire dans certains pays européens, on peut avoir plus de données sur les partenaires potentiels. En Afrique, en général, y compris au Maroc, on fait attention. Donc, ces études ne sont pas un luxe, ça vous permet d'éviter les risques, des risques beaucoup plus importants. Alors, j'ai une autre question par rapport au deuxième, il y avait le mobile, c'est ça? Oui, pardon, oui, j'ai oublié, je t'ai pas laissé. Le mobile, est-ce que c'est l'opérateur ou le système bancaire? Alors, je vais pas trop m'aventurer sur ce sujet, qui est un sujet extrêmement précis et technique d'un point de vue business model en réalité. Ce qu'on sait dans la région, il y a plein de modèles en fait. Il y a différents modèles. Donc je pense que j'aurai la réponse, puisque dans mon équipe, la personne qui va m'aider pour le Mali, c'est celle qui va être avec moi pour le Mali, qui s'appelle Sabine, qui est bien plus pertinente que je ne le serais. Donc, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il existe plusieurs types de modèles, puisqu'on a déjà travaillé nous, pour deux opérateurs. On a vu qu'effectivement, en approchant les organismes bancaires, plusieurs modèles qui étaient présentés, parce que ça dépend en plus du mobile banking. Vous avez des gens qui font du wallet, simplement des portefeuilles, vous avez des personnes qui joignent en même temps les services bancaires traditionnels. Donc, vous avez beaucoup de types de réponses. Je l'ai noté, et je ferai dans le compte rendu, je vous apporterai en tout cas là-dessus une réponse complémentaire. Très bien. Alors, l'autre question, c'est par rapport au paiement. Une personne demande si les lettres de change sont 100% garanties pour le paiement. Sinon, quel est le moyen le plus sûr? Avec la Côte d'Ivoire, bien sûr. Oui, les lettres de garantie sont... Les lettres de garantie, en tout cas, fonctionnent. Nous, on les utilise. Les LC, bancaires. Tout ce qui traite, en fait, de la mise en place de garanties bancaires, j'allais dire au sens traditionnel du terme, fonctionne normalement.
Je dirais que vous avez la chance d'avoir 3 organismes bancaires qui sont représentés. Je vais vous redonner les noms. Donc, excusez-moi une seconde, je vous redonne les noms. Voilà. Donc, en fait, il y a la filiale, donc Société Ivoirienne de Banque, en fait, c'est Attijari Wafa Bank. Vous avez celle-ci. La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, c'est la Banque Populaire. Donc là, je vous parle des banques marocaines. Hein. Et vous avez la Banque Africa Côte d'Ivoire, qui est la BNCE, Bank of Africa. Donc ça, ce sont 3 banques qui sont des banques marocaines. Alors, c'est pas la réponse que vous attendiez, j'en ai conscience. Non, mais de toute façon, c'est une bonne réponse parce que les personnes qui veulent commercer avec la Côte d'Ivoire peuvent passer à travers peut-être une banque marocaine. Ça facilitera les choses. Je recommanderais même parce que ça évite la notion de compense. Comme tu le sais, Saad, et comme vous le savez pour ceux qui vont tous à l'international, on tombe après sur des systèmes de compense. La compense, donc, c'est de passer par une banque qui coopère, qui va donc délivrer des autorisations, etc., etc. Et chez nous, on peut tout de suite dire que ça peut passer d'une semaine à 3 mois, 4 mois, voire même être obligé de passer des coups de fil ou demander à Medley qui passe des coups de fil à ses amis pour faire débloquer une situation de transfert pour des montants qui sont relativement dérisoires. Donc, effectivement, vous avez la chance d'avoir 3 banques représentées. Ça peut en tout cas être un conseil immédiat à donner. Très bien. Là, M. Belhassan, je n'ai pas d'autres questions sur le chat, mais j'ai par contre M. Hamidouche qui a demandé la parole. Je ne sais pas si de votre côté vous avez d'autres questions. Ou est-ce qu'on donne la parole à J'ai envoyé quelques questions par WhatsApp, mais on va donner la parole à quelques personnes qui ont levé la main. C'est Hamidouche. Oui, merci infiniment. Je voudrais à mon tour féliciter M. Cordier pour sa brillante présentation. Je voudrais juste l'informer que j'ai vécu pendant 16 ans à Abidjan et 7 ans à Dakar. J'ai passé ma carrière au sein de la Banque africaine de développement et donc je connais très bien les sujets que vous avez évoqués. Je suis resté quand même sur ma faim parce que j'aurais aimé que vous parliez un peu de l'importance du marché régional de la Côte d'Ivoire pour pénétrer, n'est-ce pas, le marché de 350 millions de consommateurs dans l'espace CEDEAO ou 160 millions dans l'espace UEMOA, parce que les pays que vous avez cités et qui relèvent de votre domaine d'intervention géographique, vous avez mentionné essentiellement les pays de la zone UEMOA. J'espère que vous avez également la capacité d'intervenir et d'accompagner les entreprises marocaines dans les autres pays non francophones, notamment le Nigeria, le Ghana, qui sont de grands marchés également. Deuxièmement, je voulais dire que le secteur du logement connaît un boom au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a un déficit. Je vous remercie d'avoir cité les entreprises marocaines qui sont déjà présentes dans le secteur donc, du logement et également les cimentiers. Vous avez cité 2. Leur travail est très apprécié et leurs produits sont de qualité et c'est ça ce que recherche le consommateur ivoirien. Mais il faut ajouter qu'il n'y a pas que les Ivoiriens à Abidjan qui est la grande métropole. Abidjan est le siège de beaucoup d'organisations internationales, y compris la Banque africaine de développement. Vous avez des milliers d'expatriés qui ont de grandes capacités de consommation. Et à mon avis, il faut cibler également cette niche non seulement de la classe moyenne ivoirienne, mais également des expatriés étrangers qui vivent dans le pays. Comme vous le savez, le Maroc ne fait pas partie de l'OHADA. Le droit commercial et le règlement des litiges qui pourraient surgir entre les opérateurs marocains et ivoiriens ou de l'espace francophone. On essaie de sensibiliser les autorités marocaines. D'ailleurs, la SMEX, dont je suis vice-président, a saisi le ministre du Commerce et le ministre de la Justice du Maroc pour les inciter à adhérer à l'OHADA afin d'harmoniser la législation marocaine avec celle de l'OHADA afin de faciliter l'accompagnement et l'épanouissement des entreprises marocaines qui sont de plus en plus présentes dans l'espace d'Afrique de l'Ouest. J'aurais aimé aussi que vous évoquiez un peu
la question du franc CFA, n'est-ce pas? Il y a une sorte de lutte, de leadership entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, à Noël, en même période, hein, l'année dernière, à l'occasion de la visite du président Macron, a annoncé de l'écu, de l'écho, à partir de cette année, mais vous avez vu la réaction assez dure du Nigeria qui a reporté au calendrier grec, n'est-ce pas, cette question. Et je termine en mentionnant quand même deux grands projets d'infrastructure qui viennent d'être lancés en Côte d'Ivoire. D'abord, l'université de San Pedro, n'est-ce pas, qui est en cours de réalisation avec un partenariat stratégique entre le BNET, le grand bureau d'études qui est le maître d'ouvrage de la Côte d'Ivoire, et la filiale de l'OCP qu'on appelle GESA. Et le deuxième projet, qui a été d'ailleurs lancé par notre ambassadeur et le très dynamique Abd Malik Tani, n'est-ce pas, récemment au niveau du port d'Abidjan, avec l'implication de Tangemet dans le cadre de la mise en place d'une grande plateforme de logistique qui permettrait d'exporter les produits agricoles que vous avez mentionnés dans vos différentes présentations tout à l'heure. Voilà ce que je voulais dire comme contribution, et si vous avez des nouvelles par rapport aux problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure, vous pouvez éclairer la lanterne surtout des entreprises marocaines qui s'intéressent un peu à l'Afrique subsaharienne, et de plus en plus d'ailleurs, et je les encourage à y aller. Je termine rapidement, j'ai oublié de le mentionner, excusez-moi. Le marché de l'engineering aussi prend beaucoup d'importance. On a de grands bureaux d'études marocains, n'est-ce pas, qui soit sur le contrôle des travaux des grands projets d'infrastructure dans la sous-région, y compris en Côte d'Ivoire, ou bien ils travaillent dans le cadre des dossiers d'appel d'offres qui sont financés par les bailleurs de fonds internationaux qui sont très actifs dans la sous-région, et je vous remercie. Je vous remercie infiniment, M. Belarsen, de vos compléments. Oui, nous sommes notre champ, concernant plutôt la relation sur des choses pratiques et pragmatiques, et notamment sur les PME, PMI, et votre compétence sur les postes que vous avez et que vous avez encore vous donne une vision qui n'est pas, je dirais, différente de la mienne, de la nôtre. Voilà. Nous sommes des opérateurs, et je vous remercie infiniment d'avoir apporté à cette contribution, une contribution qui permet effectivement de voir des aspects qui sont des aspects complémentaires. Alors, non, j'ai pas abordé la zone, Monsieur Belarsen, pour une raison qui est... C'est Monsieur Hamidouche. Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était Monsieur Belarsen qui intervenait. Je suis désolé pour l'intervenant de cette manifeste tromperie de ma part. Non. Je m'en excuse et ne m'en veuillez pas. Donc, non, je ne suis pas intervenu sur ces aspects-là. Non, je ne suis pas intervenu sur la zone, puisque en réalité, comme le disait Saad, on nous a demandé d'intervenir pays par pays. Donc, du coup, on intervient plutôt de cette manière-là. Je confirme, vous avez raison, la Côte d'Ivoire est manifestement un des deux pays, éventuellement avec le Sénégal, qui permet de prendre pied pour ensuite aller plutôt à l'est et pour intervenir sur des pays que sont le Burkina, etc., etc. Non, nous n'allons pas au-delà de ces pays parce que nous ne sommes pas habilités, on n'a pas cette compétence. On n'a pas la capacité à aller au-delà. Si vous voulez, pour nous, le plus à l'est, en ce qui nous concerne, c'est Bénin-Togo. Voilà. On ne va pas au-delà, on ne va pas au Nigeria, nous n'allons pas au Niger. On ne sait pas faire, c'est trop grand pour nous. En revanche, sur les 8 pays où nous sommes présents, eh bien, nous avons la capacité de mener des opérations que vous avez sous les yeux. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette Philippe, juste, je donnerai une petite précision, si tu permets, à M. Hamidouche. En concertation avec la SMEX, on a préféré zoomer pays par pays. Donc, il y a des pays prioritaires qu'on a passé en revue. Par exemple, l'Éthiopie, qui était le premier webinaire. Le prochain, ce sera le Mali. Donc, on va faire un zoom par pays parce qu'il y a des particularités.
Mais je sais qu'il y a bien sûr un intérêt régional avec la ZLECAf et un intérêt pour des zones, disons, non francophones de l'Afrique. On a proposé aussi un webinaire avec l'Afrique du Sud. Donc l'année prochaine, enfin, M. Belhsen va certainement partager le programme dès qu'il sera validé, mais on ira sur l'autre zone aussi, que ce soit le Rwanda ou des pays qui ont un intérêt pour les entreprises marocaines. Mais il est préférable d'y aller avec des experts locaux, étape par étape, parce que chaque pays a des spécificités, même si nous au Maroc, c'est vrai qu'on est en train de faire beaucoup de travail au niveau diplomatique, économique, politique, pour travailler de façon, disons, dans la zone, pour agrandir le marché et en faire, disons, un marché important pour nos partenaires européens et extra-européens. Donc, on pourra peut-être après faire un webinaire plus avec quelqu'un qui maîtrise, disons, la partie juridique, les aspects aussi économiques de ces accords régionaux. Mais je pense que ça sera plus intéressant de le faire à part. Là, on zoome sur la particularité par pays. Et donc je te passe la main, Philippe, pour le complément. Je pense que tu as tout dit. Alors encore une fois, je m'excuse infiniment auprès M. Belhsen d'avoir utilisé son nom pour l'autre. Non, c'est toujours très 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 désagréable en tant qu'intervenant de pas nommer quelqu'un par son nom. Bon, voilà. Bon, j'arrête. Je ferme la parenthèse. Si vous permettez, on donne la parole à quelques personnes d'autres. Donc, Madame Sana Mehdi. Bonjour tout le monde. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bien sûr, bonjour tout le monde. Sana Mehdi, je suis ingénieure agronome de formation de l'IAV Hassan II en 94. Alors, je suis consultante, gérante d'un petit cabinet à Grosjean. Et comme vous le savez, donc j'aimerais savoir, d'abord, je remercie la SMEX, je félicite Monsieur Cordier pour son excellente présentation, c'était vraiment très très intéressant. Alors comme vous savez bien, avec le plan Maroc Vert et maintenant avec le Génération Green, les cabinets marocains, ils ont développé une bonne expertise en matière d'études, d'analyse à chaîne de valeur, élaboration des stratégies, etc. Est-ce que, comment on peut travailler dans ce sens et apporter notre aide ou apporter notre expertise à ce pays-là qui est le Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup. Alors, on prend une autre question, Philippe, avant de répondre. Oui, je peux toujours répondre de manière, alors j'allais dire du coup pour le coup simpliste, parce que je n'ai pas de réponse. Il y a sans doute, il y a beaucoup de manières et beaucoup de portes qui seraient possibles. Nous, on est toujours, alors, je parle de ces mots, on est toujours, je valide, comment je vais répondre, excusez-moi. Je vais reprendre ce que disait Saad précédemment, en fait. Je crois beaucoup à ce pont, à cette passerelle, en passant par le Maroc notamment, qui est bien plus en amont en capacité que la Tunisie, par exemple, ou l'Algérie, pour venir en Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'effectivement, c'est un chemin assez logique de passer éventuellement de l'Europe au Maghreb et ensuite en Afrique, dite Afrique noire. De ce point de vue, nous, on est très disposés à pouvoir collaborer avec vous. Voilà ce que je peux vous dire à l'instant T. Donc, on pense qu'on aura toutes les coordonnées de toutes les personnes qui ont participé. Vous aurez bien évidemment nos coordonnées et je vous engage vivement à entrer en contact avec moi et on verra ensuite comment on peut, peut-être exploiter nos compétences communes et puis deux, peut-être voir dans quelle mesure on peut vous ouvrir des portes sur place. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Madame Samira Smahi. On vous entend pas.
Si c'est moi, vous ne m'entendez pas parce que j'avais coupé le micro, je demandais à mes Bravo. j'ai noté le nom de la dame qui me posait la question avec laquelle je pourrais avoir éventuellement la suite d'un contact. Mais peut-être une question Oui, apparemment, il y a une dame qui a levé la main, mais on ne comprend pas. Alors, en attendant, c'est Blahsen, je profite pour répondre à, il y a quelqu'un de Fès, un opérateur, qui a demandé si, bien sûr, vous pouviez mener, dans le cadre de ces mots, des études de marché pour leur compte. Je pense que oui, hein, pour ce qui est études de marché. D'accord. Un autre opérateur qui souhaite savoir s'il y a des données sur le secteur BTP, enfin tout ce qui est incitation pour que les entreprises dans le secteur, les incitations par le gouvernemental, pour attirer et est-ce qu'il y a des données là-dessus? Qu'est-ce qu'elles sont et une autre question aussi sur les incitations gouvernementales à l'investissement. Voilà les questions que j'avais reçues par le chat. On donne la parole à Monsieur Abdelbar Mzri de FACOP. Monsieur Abdelbar. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tout va bien. Très bien, très bien. Allez-y, Monsieur Abdelbar. Très bien. Merci beaucoup. Ben écoutez, merci pour l'invitation. Je vais contribuer par des petits points, puisque j'ai visité Abidjan, je connais bien, j'ai fait du business dans le secteur matériaux de construction. Effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est un potentiel pour le bâtiment. D'ailleurs, on remarque sur Abidjan qu'il y a plein de grandes surfaces qui commercialisent des matériaux de construction qui sont très organisés. On va trouver des grandes surfaces donc européennes, même ivoiriennes. De mon côté, ce que j'ai rencontré comme difficulté, et là je demande à Monsieur Cordier qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, la première contrainte que j'ai rencontrée, c'est le transport, il est cher. De Maroc à Abidjan, il est cher. Bon, ça c'est un cas qu'il faut régler avec des organismes donc de maritime, donc voilà. Le deuxième cas qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est que quand on exporte en Côte d'Ivoire, l'importateur, il calcule, puisque vous l'avez dit, Monsieur Cordier, qu'il y a pratiquement beaucoup d'informels. L'importateur, il calcule, il confond la TVA et les taxes douanières. Et il vous dit, vous savez, moi, je calcule la taxe douanière à 44%. C'est pas vrai. Dans les 44%, il y a le taux de TVA et le taux de taxe douanière. Et ça, la contrainte qu'on a pour exporter vers la Côte d'Ivoire. Comment arriver à conseiller nos amis ivoiriens qu'il faut récupérer TVA et comme ça, ils deviendront plus compétitifs et que nous aussi, il y aura un gagnant-gagnant. Et bien sûr, pour encore gagner plus, on peut s'installer sur place pour éviter ce problème gymnastique avec TVA. Voilà. Merci, Monsieur Cordier. Merci infiniment pour votre question, pour le coup pratique que vous avez pratiqué, donc effectivement très pratique. En fait, on revient sur l'élément que j'évoquais tout à l'heure en réalité, et c'est pour ça que vraiment je rebondis immédiatement sur votre question pour dire que il faut miser, il faut valoriser en fait. Nous, ce qu'on préconise à nos, alors c'est exactement le schéma. Bien choisir son réseau, son partenaire, son distributeur, en fonction de la manière dont on veut organiser le business avec lui, premier point. Et puis deuxième point, il faut valoriser sa compétence. Donc il faut, je vais vous dire ça de manière aussi simple que ça, il faut le former, il faut l'amener dans les organismes de formation. Les Africains sont extrêmement preneurs de formation. Donc dans tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur la valorisation, nous c'est ce qu'on préconise. Envoyer les gens en formation, être peut-être plus présent sur place. Nous, quand on fait de la mise en place de réseaux de distribution, en ce qui nous concerne pour des gens étrangers, au début, on lâche pas notre client immédiatement, même si lui aimerait bien qu'on le lâche, parce que pendant ce temps-là, on lui prend des honoraires, on est comme tout le monde. Non, on dit non, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Il faut impérativement tenir en fait
cette relation, vous ne pouvez pas penser intuitivement que votre collaborateur, c'est devenu votre collaborateur, votre partenaire, votre collaborateur, il va mettre en œuvre ce qu'il convient par rapport à votre niveau d'exigence. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut impérativement accompagner son opérateur, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, il faut valoriser le réseau de distribution ou le partenariat. On n'est pas, si vous voulez, dans un modèle où vous faites affaire avec quelqu'un aux États-Unis, en gros il maîtrise déjà les éléments, s'il ne maîtrise pas les éléments, il va téléphoner à son conseil va débarquer, ça ne fonctionne pas comme ça. Du tout. Mais du tout, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Pas du tout. Notamment quand vous travaillez avec les opérateurs locaux. Parce que si vous travaillez ensuite avec les opérateurs locaux, mais de la communauté libano-syrienne, c'est autre chose encore. Que vous connaissez sans doute peut-être, mais là c'est autre chose. On est encore dans un autre modèle de réseau de distribution. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Philippe, j'ai une autre question. C'est quelqu'un qui est dans le secteur de l'éclairage. Il demande est-ce que les entreprises marocaines peuvent exporter leurs produits ou services en Côte d'Ivoire. Je pense que oui, maintenant. Ce qu'il faut, c'est trouver un distributeur, un réseau de distribution ou un partenaire. Voilà, toujours pour préparer son arrivée, être bien informé sur le secteur, etc. Ça, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, pour tous les marchés, c'est la même approche. En fait, c'est la même approche. Ce que je voudrais dire, et c'est pour ça que la question de l'intervenant précédent était très intéressante, c'est qu'en fait, on doit encore une fois faire en fonction de la réalité dans laquelle on tombe. Et l'Afrique, Saad l'avait dit au début, je crois, dans sa première présentation, l'Afrique est spécifique en tant que telle. Elle est spécifique. L'Afrique noire est spécifique. Et on ne peut pas penser, ça c'est pas un problème pour les Marocains, c'est un problème par exemple pour les Français. Comme vous le savez, je vous apprends rien non plus, les Français ils pensent que si la Terre tourne rond, c'est parce qu'il y a des Français sur Terre, sinon la Terre ne tourne pas. On a cette... Bref. On ne peut pas penser qu'on va arriver en Afrique et que les modèles vont être applicables immédiatement. C'est pas possible. Moi, par exemple, je suis très proche, j'enseigne le management interculturel et dans ces relations interculturelles, je dis systématiquement, l'Afrique c'est le berceau du monde et c'est celui où lequel on peut faire moins bouger les lignes. C'est là où on fait moins bouger les lignes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est là où effectivement toute la valeur ajoutée du partenariat, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, lorsque je discutais avec Madame la Présidente, c'est ça que je disais, mais en fait oui c'est ça, tout l'intérêt c'est de miser. On ne peut pas faire du business comme on fait du business avec la Chine qui vous envoie, ça c'est d'autres problématiques, mais ça ne se passe pas de la même manière. Toute la problématique qu'a évoqué le sujet, la question précédente, elle revient à la formulation de ce que je disais. L'Afrique est spécifique, elle a ses propres réalités, et il convient de les circoncire en ayant fait préalablement tout un tas d'analyses, en essayant de bien savoir avec qui on va avoir affaire, ce qu'on voudrait que ces personnes aient comme profil, mais c'est pas tout. Ensuite, il va falloir alimenter tout ça. Nous, on fait beaucoup, je vous dis, on a des dossiers sur lesquels on travaille depuis des années, en termes d'accompagnement, on fait du pilotage, donc c'est nous qui renvoyons des informations directement, tant que, par exemple, lorsque la société à l'étranger n'a pas pour objectif de s'implanter directement. Donc on fait des passages réguliers, on a des contrats par exemple au mois, etc., sur lesquels on vient faire rechercher les informations et on remet ensuite des informations de pilotage aux entreprises à l'étranger. Ça, c'est des prestations, par exemple, qu'on a. Voilà. C'est-à-dire et de la formation. Comme représentation commerciale, par exemple, hein, ou autre service, c'est ça? Ou autre service, mais même ne serait-ce que, et ça c'est vraiment Medoun fait ça de manière quasi systématique dans beaucoup de sociétés, c'est on a un bureau sur place et nous on passe une fois toutes les semaines, tous les 15 jours, et on ne fait que venir pour demander des informations. On ne fait que récolter des informations. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a toutes les informations, il y a beaucoup d'informations qui sont de nature verbale, parce que peu de choses sont décrites, etc., etc. Et nous, on retranscrit tout ça, si vous voulez, notamment dans ces réseaux de distribution
quasi informelles, même si elles sont formalisées, elles restent d'un niveau quasi informel, redistribue l'information, on vérifie toutes ces données et ensuite on les transcrit, on les renvoie à notre client. Très bien, merci Philippe. Monsieur Belhassan, je ne sais pas si d'autres intervenants, on va prendre peut-être là où les deux dernières questions. J'ai envoyé une dernière question à Cheikh Moumi, si vous pouvez la... j'ai reçu une sur la région de Fès-Meknès, région agricole et agroalimentaire, et la personne, l'opérateur, souhaite savoir les opportunités à exporter les produits vers la Côte d'Ivoire. Les produits donc de cette zone de Fès-Meknès qui, pour rappel, est un grenier du Maroc. C'est une région où il y a beaucoup de production agricole. Voilà, l'opérateur demande s'il y a des opportunités à exporter ces produits vers la Côte d'Ivoire. Et là, je rappelle que M. Hamidouche a parlé tout à l'heure de la plateforme qui a été inaugurée par l'ambassadeur Sektiani pour une plateforme pour faciliter l'échange sud-sud entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, notamment pour les produits agricoles et agroalimentaires. Donc, je te passe la parole, Philippe, par rapport à cette question. J'ai pas précisément la réponse. A priori, ma première réponse serait de renvoyer à notre dossier, au dossier qu'on a ici. La Côte d'Ivoire est un pays qui elle-même est un pays à bassin nourricier, si je puis dire. Donc ma première réponse est celle-ci. Peut-être que si j'avais plus d'informations précises sur la liste des produits, je pourrais peut-être répondre de manière plus précise en faisant en référence. Nous, on a un spécialiste qui touche la partie agri, avis, horticulture, qui s'appelle Bassirou Mané, qui nous aide dans toutes nos régions, qui fait des missions partout pour nous. Je pense que là, dans ce cas-là, je pourrais éventuellement répondre de manière plus précise. Ce qu'on va demander à l'opérateur qui est sur Fès-Meknès, c'est d'envoyer un mail, soit à Belhassan, à la SMEX, à moi-même, pour dire quels sont les produits dont vous parlez. On va soumettre ça à CMO, pour comme ça il étudie la possibilité de vous donner plus de précision. D'accord? S'il y a une opportunité ou pas. On vous dira immédiatement si ce sont effectivement des produits qui méritent de s'y intéresser pour l'export chez vous, ou bien si de toute façon c'est interdit. Voilà, ça sera notre premier niveau de réponse. Très bien. C'est Belhassan, est-ce qu'on a terminé avec les questions? Je pense qu'on se contente de ça. Donc, déjà, on est à 5h moins quart, donc je pense qu'on a pris le temps nécessaire pour ce webinaire. Il ne reste que de féliciter Cordier pour sa présentation. Je remercie aussi Monsieur Diop, donc, qui a tenu à assister, donc, pour apporter soutien, donc, étant donné qu'il est sur le marché lui-même et tout ça. Je remercie Sissad, donc, pour la modération, pour vos mots d'ouverture. Et j'espère que nous terminons cette année avec, bien entendu, la Côte d'Ivoire. Donc, et nous entamerons l'année prochaine par le Mali avec un programme sur plusieurs pays africains. Donc, dont le programme sera lancé incessamment. Merci. Vous la parole, Cheikh Moumi, pour la clôture. Merci, c'est Belhassan. Donc, je vous remercie, ainsi que la SMEX, Madame Selwa Belkdiz, d'avoir présidé ce webinaire. Je remercie bien sûr Philippe et Medioun pour leur excellente présentation. Je remercie tous les participants. Je pense qu'ils ont été nombreux. Je pense qu'on a à peu près presque 200 participants. Ça montre l'intérêt par rapport à l'Afrique et plus précisément la Côte d'Ivoire. Donc, on est à votre disposition, que ce soit via la SMEX, moi-même, vous avez tous les canaux. Vous aurez la présentation qui sera logée de la SMEX, comme ce qu'on fait d'habitude au niveau de la SMEX. Et on est à votre disposition s'il y a des choses plus précises, n'hésitez pas. On
On essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, une bonne année, en espérant que 2021 va nous ramener beaucoup de bonnes nouvelles et beaucoup de santé et bien sûr de paix entre les peuples. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Philippe. À bientôt. Merci, au revoir.